Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Vous suivez une nouvelle fois votre émission Entre les lignes. Et bel et bien, nous allons, dans ce numéro, revenir un peu sur cet accord, ce deal qui est en vue entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. On va également revenir sur la signature de la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine. En quoi cela va consister concrètement? Pourquoi les Américains signent avec le Rwanda? En quoi va consister cette signature? Pour quelle exploitation, de quelles ressources justement? Et justement, la RDC également vis-à-vis du Rwanda. On parlera également de cette sortie médiatique du vice-premier ministre, ministre des Transports, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a été très critique envers Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les évêques de la Cinco. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. On va pas oublier l'élection de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, la RDC est membre non permanente. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes avec vous dans cette émission avec Maître Oscar Moubiaï. On va commencer par la déclaration des principes. Il va être un peu plus économique sur ces sujets que juridiques. Maître Oscar Moubiaï, bonjour. Merci beaucoup encore une fois de répondre à notre invitation. Nous vous remercions et nous sommes toujours heureux de nous acquitter de cet agréable devoir de votre invitation pour éclairer notre opinion. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. Aujourd'hui, on va commencer par un sujet d'ordre économique. C'est ce deal entre la RDC et les États-Unis qui est en vue. Selon les dernières informations que nous avons partagées, vous et moi, c'est que tout se prépare pour que le Congo puisse signer avec les États-Unis d'Amérique dans le prochain jour. Maître Oscar Moubiaï, qu'est-ce que cela peut représenter pour la République démocratique du Congo de signer un accord économique avec les États-Unis d'Amérique? Mais ça représente beaucoup de choses, essentiellement sur le plan économique, développement social de notre pays. Vous savez que le Congo a des richesses, oui, mais d'accord, vous avez des richesses, mais qui sont enfouies sous le sol. Et pour les extraire, ces richesses ou alors ces minéraux, parce que quand on parle des richesses du Congo, ici l'accent est mis essentiellement sur des ressources minérales. Alors, pour extraire les minéraux, ça coûte énormément de capitaux que les Congolais n'ont pas, ou alors que les Congolais ne veulent pas mettre. Mais je pense que nous n'avons pas de riches Congolais. C'est déjà ça le problème. Bon, il ne faut pas confondre les gens qui sont dans les rues avec des voitures ou certaines démonstrations de richesse apparente. Ce n'est pas ça la richesse dont on parle. Quand on parle de richesse, c'est des capitaux. Et ces capitaux ne sont pas entre les mains des Congolais. Et donc, quand on vous dit que les États-Unis d'Amérique arrivent, ça ne pourra pas être, à mon avis, un problème d'État à État. Parce que vous savez que les États-Unis d'Amérique, qui est un pays essentiellement libéral, l'initiative est plus privée que publique. Donc ce sont des privés, des investisseurs américains que l'État va pouvoir amener pour pouvoir profiter des opportunités d'investissement au Congo. Et ici, il faut avouer que notre pays, dans le cadre de ce que l'on appelle doing business, en tout cas, le regard n'était pas tourné vers notre pays. Aujourd'hui, la diplomatie menée de main de maître par le président Tshisekedi commence à produire ses fruits tant sur le plan politique qu'économique. Et là, économiquement, aujourd'hui, on parle de cet accord. Bon, je n'aime pas trop le terme deal parce que le français veut beaucoup plus emprunter beaucoup de mots anglais aujourd'hui. Deal, ça sent un peu quelque chose de louche et de ne pas trop clean. Hein, quand on dit on va dealer. Bon. Mais maintenant, dealer, bon, l'anglais
C'est l'anglais qui entre dans le français, mais moi je préfère bien parler de l'accord, comme ça c'est clair et c'est clean. Donc voilà un peu à votre question, qu'est-ce que l'on attend? On attend beaucoup de choses, que les investisseurs arrivent avec leurs capitaux pour investir au Congo dans le secteur minier. Ça c'est une très bonne chose. Vous savez que le secteur minier, c'est le poumon de la RDC. On avait la Gécamine, malheureusement. Je dis bien malheureusement, avec Kabila, il a libéralisé la Gécamine de manière très naïve, dans la mesure où aujourd'hui, la Gécamine, qui était le poumon de notre pays, est devenue un ventre mou. Donc, Maître Sougar Moubiaï, sans vous couper la parole, la République démocratique du Congo aujourd'hui se trouve quand même un peu, on va le dire, au bas de l'échelle en ce qui concerne le climat des affaires. La RDC est un pays dans la zone rouge, hein. Corruption endémique, détournement, sans infrastructure, sans eau, sans électricité. Et tout ça ne permet pas, ne favorise pas un climat des affaires optimal. Bon. Comment les Américains s'engagent-ils dans un pays qui est réputé un pays qui est rouge, un pays qui est déconseillé d'investir au niveau international? Mais ça, c'est un tableau négatif que vous êtes en train de peindre. Évidemment, nous n'allons pas dresser un tableau assez idyllique, mais il faut relativiser. Quand vous parlez de secteur minier, si vous n'êtes pas à l'est où il y a la guerre actuellement, vous êtes au Katanga, au sud du pays. Et quand vous parlez de ce secteur minier-là, vous avez affaire à des minéraux, notamment le cuivre et le cobalt. Ça, c'est ce qu'il y a au Katanga. Parlant d'infrastructure, aujourd'hui, vous avez la route qui relie dans relativement moins de temps Lubumbashi, Kolwezi. Et vous avez Lubumbashi vers Zambie, Afrique du Sud et consorts par Kasumbalesa. Ce tronçon routier est asphalté. Je le pratique au moins 2 fois dans la semaine. Maintenant, il faut élargir. Donc, nous avons désenclaver les territoires, les secteurs, les villages, pour qu'il y ait une fluidité, une circulation. Donc, nous avons des infrastructures de ce côté-là. Je crois le côté où nous devons ouvrir l'œil et le bon pour permettre, parce que quand vous dites les investisseurs vont venir, il faut créer les cadres d'investissement. Investir, c'est quoi? C'est prendre les risques. Mais les risques doivent être mesurés. Aucun investisseur ne peut dire pour investir dans un pays où les risques sont démesurés. Donc, pour que ce risque soit mesuré, il y a la question d'insécurité qui se soulève. Et quand on parle de l'insécurité ici, on ne parle pas de l'insécurité comme à l'Est où on se fait la guerre. Là-bas, il y a une autre guerre qui ne dit pas son nom. C'est l'insécurité organisée, malheureusement par ceux-là qui devraient assurer la sécurité. Notamment, c'est les plus célèbres d'entre eux, en mal, c'est monsieur le général Mouakou, de la 22e région militaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est le monsieur qui a envoyé les carrières ou les sites miniers de privés par les militaires au profit de certaines personnes qui n'ont pas ni titre ni qualité pour pouvoir jouir ou exploiter. Alors, pour vous expliquer clairement qu'est-ce qui se passe au Katanga, vous aviez la Gécamine qui avait le monopole de l'exploitation minière. En 2010, je pense, si je ne me trompe, monsieur l'ancien président Kabila libéralise le secteur minier. En libéralisant le secteur minier, ça voudrait dire tout simplement que la Gécamine perd le monopole d'exploitation de minière. Et donc, tout privé peut maintenant, à travers des sociétés ou à travers pour les artisanaux, des coopératives,
toute personne peut aujourd'hui exploiter les mines. Mais comment on va pouvoir exploiter ces mines? C'est que on doit solliciter d'obtenir ce qu'on appelle des permis d'exploitation. Pour arriver à un permis d'exploitation, on passe par un permis de recherche et que c'est énormément de moyens. Donc les Congolais n'ont pas ce moyen-là. Ce qui fait que cette exploitation est entre les mains des étrangers, principalement les Chinois, les Libanais, ainsi de suite, d'une part, et d'autre part, il faut noter que en libéralisant le secteur minier, M. Kabila a confié ça à des entreprises de l'ex-Union soviétique. Et vous avez ce qu'on appelle les RG, Comidé. Dans toutes ces entreprises-là, il semble que M. Kabila a des parts significatives dans chaque entreprise parce que c'est une rumeur ou c'est confirmé qu'il a des parts? Non, il a des parts, donc maintenant c'est à l'État de vérifier. Mais quand vous êtes au Katanga, vous savez que dans chaque entreprise minière, parce que c'est la GECAMINE qui vous donne ce qu'on appelle les contrats d'amodiation, donc qui vous donne la possibilité d'aller obtenir ce qu'on appelle carrière minière, parce qu'il y a des carrés miniers qui constituent ce qu'on appelle carrière minière. Alors, pour avoir ces carrés miniers-là, vous avez donc, à l'époque, c'est la GECAMINE qui dit la GECAMINE, dit que c'est une entreprise de l'État. Et cette entreprise de l'État, sous Kabila, il y avait la même mise donc, du régime Kabila sur les entreprises publiques. Bon, nous étions dans la période de dictature, que vous pouvez lever son doigt vis-à-vis de l'ordre donné par M. Kabila à la GECAMINE de dire donner à M. Dan Zen un carrière minier. Voilà. Donc, il a donc des parts dans toutes ces entreprises. Bon, ça c'est ce qui est dit et entendu au niveau du Katanga. Maintenant, il appartient au gouvernement d'auditer ces entreprises pour voir quelle est la part de l'État. Vous savez, le code minier permet à ce que quand on vous donne un permis d'exploitation et que vous créez la société, il faut que l'État ait ce que l'on appelle la minorité de blocage. Donc vous devez donner quelque part d'actions, des actions à l'État congolais qui est associé. Mais de ce côté-là, il faut encore interpeller notre ministre de portefeuille. Quand l'État prend des parts dans une société privée, l'État a tendance à oublier ses parts, à négliger. Pourtant, c'est beaucoup plus significatif. Bon, donc, dans ce que je disais, en dehors de cette exploitation par les propriétaires des carrières, vous avez maintenant nos amis chinois qui n'ont pas beaucoup plus de conditions à poser, qui s'appuient sur quoi? Qui s'appuient sur la force. Alors, comment se présente cette force? Vous avez un investisseur qui veut que une carrière se trouvant à Kitambo, appelons sa carrière Kitambo, et cette carrière Kitambo a beaucoup plus de déchets de cuivre qu'on appelle les remblais et qui titrent mieux. Et donc, ils vont vouloir prendre cette carrière. Vous n'avez pas été très précis. Vous n'avez pas été très précis sur... vous avez dénoncé Mouakou, le général Mouakou. Je suis en train d'y arriver. Oui. Et donc, maintenant, M. Dan, qui veut prendre la carrière de M. Oscar, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller prendre ça illégalement. Et comment il fait? Il va passer à la 22e région militaire, voir M. Mouakou, et celui-ci lui donne des militaires, et bien, allez-y envahir la carrière de M. Oscar. Et les militaires arrivent, ils érigent un périmètre de sécurité, on chasse tout le monde, et M. Dan, sécurisé par les militaires, vient, il commence à exploiter. Donc là, ça s'appelle expropriation des biens d'autrui, ce qui condamne l'article, enfin, ce qui viole l'article 34 de notre Constitution, qui garantit, n'est-ce pas, la propriété privée, parce que vous savez que quand vous dites qu'on vient investir, c'est une société, c'est un bien privé. Et les biens privés doivent être protégés par l'État. Donc, à votre question que vous avez soulevée, des difficultés que l'on peut avoir
par rapport à attirer les investisseurs dans le cadre de ce que vous appelez deal avec l'Amérique. Vous aviez eu donc raison de dire que nous devons mettre et faire attention à ce que nous puissions nous débarrasser de tous les obstacles qui peuvent empêcher la concrétisation ou la mise en œuvre de cet accord, dans la mesure où il faut qu'il y ait moins de sécurité, plutôt moins d'insécurité, qu'il y ait moins de corruption. Oui. Je dis moins parce que sinon, on risque de tendre vers l'idéal alors que la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, quand je parlais de sécurité, je vous dis, aujourd'hui, dans le secteur minier, celui-ci est miné par l'intervention arbitraire de généraux et spécialement de celui qui a la main sur les FARDC au Katanga, la 22e région militaire. Et je ne comprends pas pourquoi le monsieur Mouakou, qui lui est séquent de monsieur Edi Kapend, qui lui est pas hiérarchiquement supérieur à la 2e zone de défense, comment il devient le maître tout-puissant qui est au-dessus même de la loi, que ce soit l'auditorat qui puisse l'inquiéter quand il commet d'abus. Nous en avons dénoncé les abus. Nous avons porté d'ailleurs plainte et il en faut le courage. J'ai pris ce courage contre le monsieur Mouakou. Donc, notre justice militaire doit s'y intéresser, d'une part. D'autre part, sa hiérarchie militaire, c'est le commandant Edi Kapend qui est son titulaire. Nous avons dénoncé les abus de M. Mouakou auprès de M. Edi Kapend. Vous avez la 2e zone militaire, vous avez le général Clément. J'ai discuté largement avec lui, nous avons dénoncé. Vous avez les services de sécurité, vous avez l'ANER, vous avez le conseil spécial du chef de l'État. D'ailleurs, M. Mouakou lui-même, abusivement, bon, maintenant il faut interpeller M. Iberande Kolongele, que je connais très bien, pour qu'il puisse s'approcher beaucoup plus, parce que son nom est régulièrement cité par M. Mouakou. Oui. M. Mouakou n'hésite pas de dire, bon, pourquoi vous vous comportez comme ça? Ce n'est pas moi, c'est M. Berande qui a dit. Ce n'est pas moi, c'est le général Toumba qui a dit. Ce n'est pas moi, ce sont les frères et sœurs de M. Tshisekedi qui ont dit. Vous avez épinglé quelques mots qui empêcheraient à ce qu'il y ait les investisseurs et qu'il y ait la mise en œuvre du cadre de l'accord entre Congo et Amérique pour l'exploitation minière. Oui. Donc je dis, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'un investisseur ne peut venir que quand il est assuré qu'il y a là le climat d'affaires. Et le climat d'affaires passe par ce que l'on appelle la sécurité. Et la sécurité ici, j'étais en train de démontrer que l'armée qui a pour vocation d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, quand je dis l'armée, c'est au sens large, militaire comme policier, malheureusement au niveau du Katanga, ce sont ces généraux-là, et spécialement les célèbres d'entre eux qui est monsieur général Mouakou de la 22e région militaire, l'adjoint de général Edi Kapend, qui est OPS RANS, ça veut dire qui est chargé de renseignement. Donc, à travers, sous couvert, sa mission de chargé de renseignement, c'est monsieur fabrique de faux documents. Et ce qui est grave, en quoi ces faux documents? Il va donner une mission aux militaires, soi-disant aller assurer la surveillance de village pour les renseignements, mais à travers ces missions apparentes de sécurisation, alors c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. Lui en profite sous couvert pour envoyer les militaires envahir les carrières minières d'autrui. Comme maintenant, là, en l'espèce, vous avez ces militaires qui ont envahi la carrière dite Goma, c'est le nom de la carrière, à 40 km de Lualaba, donc de Kolwezi, dans un village de Kisangala, à Kisafu. Vous y allez, l'auditorat militaire a envoyé une enquête, parce que quand vous appelez M. Mouakou, il va vous dire, non, non, moi je n'ai jamais envoyé.
Et quand avant que vous arriviez, il va dire aux militaires, cachez-vous dans la brousse. Donc, on a envoyé, comme il niait, l'auditorat militaire a envoyé, et là, nous saluons l'intervention de l'auditeur général Likouliak, parce que vous savez qu'au niveau de Katanga, l'auditeur supérieur, c'est un colonel, et un colonel face à un général, il y a un déséquilibre par rapport à la hiérarchie. C'est comme ça qu'on a recouru à Kinshasa par l'auditeur général Likouliak, qui a enjoint à l'auditeur de Katanga de pouvoir y regarder de plus près et voir s'il y a des éléments militaires de M. Mouak ou pas. Celui-ci ayant nié dans le premier temps. On est descendu, les militaires ont été bel et bien trouvés, et malheureusement, on ne comprend pas que le capitaine, M. Ekwake, qui avait la réquisition, on ne comprend pas comment on peut avoir la réquisition de pouvoir aller interpeller des militaires civiques envoyés par M. Mouakou. On prend une force supérieure à ces militaires parce qu'ils étaient à une quinzaine. Nous, on nous en donne 30. Et on arrive, vous avez les colonels nénés de l'auditeur militaire, de l'auditorat militaire qui est auditeur militaire, qui va donner l'ordre au capitaine de ne plus interpeller les éléments qui sèment la désolation dans le village. Donc c'est pour ça que nous disons que ces pratiques-là, nous les dénonçons parce que ça pollue le climat des affaires. Et d'ailleurs, vous savez que le chef de l'État a déjà donné l'ordre pour qu'il n'y ait pas de la présence militaire dans les sites. Donc, le secteur minier au Katanga est pollué par la présence militaire dans les sites miniers, alors que nous avons une police minière qui doit être dans les sites pour sécuriser les investisseurs. Et donc, de ce côté-là, je pense en proposition, il y a lieu soit de renforcer en dotant les moyens de la police minière, et aussi en interdisant aux militaires de ne pas venir chasser les policiers miniers. Parce que quand vous avez la police minière qui sécurise un site et que vous avez l'envahissement des militaires en rapport de force entre police et militaires, les militaires sont bien armés que les policiers, et les policiers cèdent place. Donc ça, c'est d'une part l'insécurité liée à essentiellement les autorités militaires, en l'espèce les généraux, qui, comme Mouakou, utilisent abusivement les militaires à sa disposition. Ça, c'est un premier aspect du problème. Un deuxième aspect du problème que vous avez soulevé le problème de corruption. Quand vous dites corruption, ça voudrait dire que cette corruption, c'est une corruption de la justice. Parce que quand vous parlez de climat d'affaires, les affaires ne peuvent pas fonctionner quand il n'y a pas de justice. Donc on doit être rassuré qu'en cas de conflit d'intérêts, parce que quand vous parlez d'investissement, vous parlez d'éventuels conflits d'intérêts. Donc, dans un marché, il y a la concurrence. Et cette concurrence peut conduire au conflit de propriété entre d'intérêts. Et vous avez, donc, tout ça, ça va être résolu où? Devant la justice. Alors, quand on arrive devant la justice, malheureusement, ce n'est pas moi qui ai dit que notre justice était malade. Nous avons été dans les états généraux pour pouvoir apporter la thérapeutie. Et aujourd'hui, nous pensons que cette thérapeutie est en train d'être apportée parce que le président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Kamoulette, fait un effort maximal de ne pas tolérer les maux qui rongent notre justice par les actions disciplinaires. Donc nous invitons à nos compatriotes et aux investisseurs de pouvoir, n'est-ce pas, dénoncer. Sauf que les gens sont dans la peur. C'est pour ça que nous avons mis en place notre association, État des droits marche, et quand les gens ont les cas, écoutez, sonnez à notre porte, nous aurons le courage de dénoncer comme je suis en train de le faire. Et quand nous dénonçons, nous souhaitons aussi que les autorités nous entendent. Et donc, sur le plan de la corruption,
je crois qu'un effort a été fait et est en train d'être fait pour que nous n'ayons plus des juges qui se laissent corrompre pour donner raison à celui qui n'en a pas. Et si vous êtes dans ce cas-là, ben, venez nous saisir et nous saisirons directement le président du Conseil supérieur de la magistrature pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Et de ce côté-là, je crois qu'il est suffisamment sévère. Nous laissons de côté les ministres qui est dans les tourments. Maintenant, vous savez que le ministre Moutamba avait fait aussi de cela son cheval de bataille pour aller en guerre contre les abus que l'on trouve dans le milieu judiciaire. Et vous avez aussi à côté l'inspectorat général des services judiciaires qui fait aussi un travail avec l'inspecteur SAB, qui fait un travail énorme parce qu'au niveau de l'inspectorat, vous avez au moins par mois 600 doléances. Donc tout ça, c'est que la machine se mette en branle pour pouvoir mettre fin à tous les abus. Donc je crois que ce que je peux vous dire par rapport à ce que vous appelez insécurité, par rapport à ce que vous appelez corruption, il faut dire qu'aujourd'hui, un effort est en train d'être fait et maintenant, il ne faudra pas que vous puissiez donner une mauvaise image de notre pays en disant qu'il y a l'insécurité, la justice corrompue. Non, partout, rien n'est parfait. Moi, je suis avocat français. Il y a, vous le savez, vous me présentez toujours avocat au barreau de Lille. La France, ok, s'est présentée de manière idyllique, mais cela n'empêche pas que vous avez un haut magistrat qui a écrit un livre. Ne faites pas confiance en la justice de votre pays. C'est pour dire que la justice, partout où on se retrouve, même aux États-Unis, il y a des malaises. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse continuer à pouvoir demander aux investisseurs de venir. C'est pourquoi nous saluons l'effort du président de la République et aussi, beaucoup plus, on n'en parle pas trop, de Madame la ministre des Affaires étrangères qui a battu un travail remarquable et qui n'a jamais été fait depuis que le Congo est Congo. Aujourd'hui, nous redevenons visitables. Donc on pourra dire aujourd'hui, visite Congo, tout visite Congo. Et j'en finis pour dire que, parce qu'il ne faut pas seulement taper sur monsieur le général Mouakou, nous tapons sur ses doigts sévèrement parce qu'il doit retirer ses doigts des mines. Le pays ne lui appartient pas. Les militaires à ses côtés, les armes qu'il a, c'est pour assurer la sécurité du pays et non pas pour terroriser les investisseurs. Vous l'appelez terroriste? Non, moi je ne l'ai pas appelé terroriste. Vous ne pouvez pas appeler un général de notre armée terroriste. Ça, moi je ne dirais pas jusqu'à ce point et je vous l'interdis. C'est une question que j'ai posée. Non, mais parce que vous voulez un peu de questions du genre polémique qui sortent quelqu'un dans ce qui est essentiel. Monsieur, ce dont je vous parle, c'est les enfants qui doivent aller à l'école, qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est des enfants qui doivent manger, qui ne peuvent pas manger. Alors que sur leur sol, ils ont la richesse. Vous êtes vous-même ressortissant du Katanga. Et Katanga regorge de richesses minières. Mais est-ce que quand vous prenez la route, vous êtes dans le village, vous voyez les enfants et leurs parents qui croupissent encore dans la misère. Alors que le code des miniers est clair. Il faut respecter seulement la loi. Et il faut faire de sorte que notre population jouisse de sa richesse. C'est pour ça que le chef de l'État a dit qu'il faut de futurs millionnaires. Les jeunes millionnaires. Les jeunes millionnaires, ça passerait par quoi les jeunes millionnaires? Quand il a parlé de ça, les gens se sont moqués. Mais pourtant, c'est une réalité. Vous avez au Katanga... Beaucoup aussi on dit millionnaire en francs congolais. C'est plus facile, hein? Millionnaire en dollars, c'est difficile. Ben, écoutez, je vais vous montrer comment on peut devenir millionnaire en dollars. Et puis, il faut que vous sortiez de cette mentalité de penser à être indexé sur les dollars. Notre monnaie, c'est les francs congolais. Il faut donner, ça c'est un peu les spécialistes en économie monétaire vont vous dire qu'il faut faire confiance à une monnaie. Ici à côté à Brazza, quand vous allez, il n'y a pas de dollars. Merci bien, M. Oscar. Donc, les millionnaires, les jeunes millionnaires, vous avez même un marché qui avait été inauguré par le chef de l'État. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'un jeune peut mettre dans sa brouette les minerais, arriver sur un marché, le vendre et il a de quoi manger. Le problème, est-ce que les jeunes creuseurs, je vais vous donner les images des militaires de M. Mouakou qui ont ravi la production des
creuseurs. Ça veut dire que les mines dont vous parlez sont exploitées par de grosses machines ou de gros matériels que souvent les Chinois ont entre leurs mains. Donc pour exploiter au niveau industriel. Mais le chef de l'État a estimé que les jeunes hommes qui a derrière sa maison les mêmes minéraux, qui ne peut pas acheter un tracteur peut à là où arriver à prendre sa production et aller vendre aux mêmes Chinois et avoir de quoi manger et de quoi nourrir sa famille. Malheureusement, quand vous avez des creuseurs qu'on a demandé qu'ils soient organisés au sein de ce qu'on appelle des coopératives, vous avez des militaires qui arrivent, qui les chassent. Vous avez des gens qui ont leur production. Si j'avais la possibilité, j'ai les images avec moi, vous allez voir les gens creuseurs avec leur production sur le vélo. Vous avez un militaire qui s'est dit FARDC envoyé par M. Mouakou et qui ravit ça. Mais maintenant, ces gens-là sont intouchables. Il n'y a pas 2 jours, on a tiré un militaire de M. Mouakou en état d'ivresse. Il tirait en l'air et la balle a atteint un paisible citoyen dans le village et il y a eu mort d'homme. On a attendu 2 jours, mais jusque-là, je ne sais pas si les autorités sont descendues dans le village de Kisangala, où il y a eu mort d'homme. Ce n'est pas la première fois qu'il y a mort d'homme. Et ça, c'est la mort qui est inutilement donnée à nos compatriotes. Et nous ne sommes pas à l'Est là-bas. Et il se donnait à nos compatriotes. Pourquoi? Parce qu'il y a présence militaire dans les sites miniers. Et quand on vous demande qui a envoyé, on vous dira, c'est M. Mouakou. Et quand on demande à M. Mouakou, moi je l'ai vu dans son bureau, on a discuté pendant 1 mois. Si je dénonce aujourd'hui, parce que j'étais face à un général qui n'a pas été à la hauteur de ses fonctions. Je ne m'attaque pas à l'homme. Quand vous assurez une fonction publique et de la sécurité, vous devez être sérieux. Mais vous avez un monsieur, il va vous donner les numéros d'un individu qui est en Tanzanie et qui commande à partir de Tanzanie un général. Merci beaucoup, Vous comprenez? Après, il va vous dire, ben, c'est pas moi, c'est le général Toumba. Et quand on demande à général Toumba, je ne connais pas. Après, c'est pas moi. Quand on demande, c'est monsieur le conseiller spécial, c'est monsieur le conseiller tel. Donc, ça s'appelle trafic d'influence. Et donc, vous ne pouvez pas avoir une justice qui ne peut pas s'acquitter de son devoir de rendre la justice. Et je rappelle que la justice est rendue au nom du peuple et ces décisions exécutées au précieux nom du président de la République, c'est l'article 149 de notre Constitution. Précieux nom. Pardon? Au précieux nom. Oui, de monsieur le président de la République. D'accord. C'est l'article 149. La condition vous ne respectez pas la fonction parle de précieux nom. Monsieur, je parle la Constitution parle de au nom du si président vous de la avez le République. problème... Quand vous dites précieux nom, ben oui, mais c'est... je pose la question si c'est que dit la Constitution. C'est le respect à la fonction. Ça, c'est moi qui dis précieux. Vous, si ça vous dérange... Non, pas du tout. Ça vous dérange qu'on respecte la fonction présidentielle. L'article 149 dit la justice est rendue au nom du peuple et ses décisions exécutées au nom du président de la République. Et quand vous avez des décisions de justice, comme moi j'en ai eu, et qui sont empêchées par un général, ces messieurs entrent donc dans le droit, on appelle ça rébellion. Pas rébellion au sens de l'Est, mais rébellion au sens de ne pas respecter une décision de justice. Vous comprenez? Et maintenant, quand il vient vous dire, vous juge dans votre bureau, quelqu'un qui vient dire, bon, je vous demande d'agir parce que je suis conseiller à la présidence, l'article 28 de notre Constitution dit, nul ne peut exécuter un ordre illégal. Maintenant, il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Dans l'insécurité, dans l'histoire, on va vous dire, ben, c'est le conseiller de la présidence, eh ben, c'est la famille. Bon, tout ça, c'est... Il y a du vrai et du faux. Maintenant, moi, je peux vous donner un exemple, j'en ai fini par là. Vous avez une société dont j'étais le nom, qui s'est plaint pour dire que la famille présidentielle a envahi nos carrières. Bon, et j'ai eu une mission d'aller pouvoir assurer la sécurisation par prise de décision au niveau des autorités judiciaires militaires. Mais à ma grande surprise, j'ai trouvé que cette entreprise, c'est le DG de la même entreprise qui organisait lui-même le pillage de minerais de sa propre entreprise en contournant le contrôle par la société pour mettre en évidence en disant que c'est
les membres de la famille, amis et connaissances. C'est pour ça que vous voyez dans les réseaux sociaux, on va vous dire que bon, c'est membres de famille, amis et connaissances. Mais parfois, vous regardez, vous avez beaucoup d'escrocs qui arrivent et qui se disent « je suis avocat de la famille ». Alors qu'en réalité, ce sont des escrocs. Donc nous demandons aussi à la famille de ce côté-là d'ouvrir l'œil parce qu'on ne peut pas laisser des escrocs pouvoir salir l'image du chef de l'État et de sa famille. Mais en même temps, si on applique aussi des lois, je ne vois pas un magistrat, un général qui est dans son bureau, et alors que la loi est claire, quelqu'un qui vient, qui n'a pas droit ni qualité, il vient vous dire, bon, parce qu'il a dit, moi je suis membre de famille, vous vous estimez aussi que vous lui donnez des militaires. Ça, ce sont des abus. Voilà. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, pour avoir dénoncé un peu cette affaire. On a entendu de temps en temps, les noms des membres des familles du président lui-même être cités dans les affaires de mines, gestion ou gestion des minières, des carrières minières dans les provinces du Lualaba, au Katanga, ainsi de suite. On entend par-ci, par-là, les gens dénoncer un peu sous les réseaux sociaux. On ne sait pas si cela est vrai, vous qui étiez sur place. Est-ce que ces rumeurs-là, selon lesquelles la famille du chef de l'État est investie dans les mines, dans le Lualaba, est-ce que cela est vrai? Non, mais c'est totalement... Ce que je venais de vous démontrer, c'est totalement faux. Ok? Et encore une fois, il faut dire, il n'est pas interdit qu'aux membres de la famille du chef de l'État de faire des affaires. Mais ils doivent les faire dans la règle. Mais maintenant, ce qui est exaspéré, c'est ce faux bruit, ce mensonge. Oui. Je venais de vous dire que j'ai documenté moi-même tout un dossier où il y avait des bruits que la société qui avait alerté était, selon elle, victime de l'envahissement par les membres de la famille. Mais quand j'ai enquêté, j'ai trouvé que c'est le DG de la société qui lui-même pillait et se victimisait. Donc le bruit qu'il y a autour, à mes connaissances, membres de la famille... C'est des faux bruits. En tout cas, à 80%, je veux dire, c'est beaucoup de faux bruits. Et beaucoup plus, ce sont les gens qui se font passer pour et qui escroquent au nom de la famille. Et c'est là que nous disons que quand une autorité, vous voyez quelqu'un venir vous dire qu'au nom de la famille est organisée, vous avez la maison civile, vous vérifiez. Et en même temps, il ne faut pas qu'on exagère. Parce qu'aujourd'hui, avec Tshisekedi, c'est la démocratie. Et comme c'est la démocratie, les gens vont pouvoir dire ce qu'ils veulent dire en termes de rumeurs. Mais est-ce que sous le régime passé, vous pensez que la famille n'était pas, de l'ancien chef n'était pas dans les mines? Est-ce qu'on en parlait? C'est en cela que moi je salue la démocratie. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. Donc il ne faut pas qu'on soit seulement dans les rumeurs. S'il y a rumeur, oui, mais il faut vérifier pour dire que c'est vrai. Alors malheureusement, nous sommes dans un pays où on se nourrit des TikTok et des réseaux sociaux, des rumeurs. Donc je crois que quand vous entendez dire tel a fait, il ne suffit pas seulement de dire, il faut prouver. Et il ne faut pas seulement de rester dans vos salons pour dire tel a fait. Non, il faut saisir les instances. Parce que vous savez que les richesses de notre pays doivent être redistribuées à tous les Congolaises et Congolais. Et donc c'est un patrimoine des Congolais. Et en conséquence, arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux, vous donnez une mauvaise image du pays. S'il y a un abus, vous le dénoncez comme je l'ai fait. Quand vous n'avez pas de courage, ben vous avez des associations. Je ne fais pas publicité de mon association. Nous sommes là pour dénoncer. Mais vivre dans un pays qu'avec des rumeurs, je trouve que cela est condamnable également. Merci bien, mais nous appelons beaucoup plus de responsabilités aux membres du cabinet du chef, parce que souvent on les cite, aux généraux et aussi à la famille, et amis et connaissances, parce qu'ils sont également cités. On va demander un devoir de responsabilité. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous avez connu le régime Mobutu, vous avez vu des zing-zong dans la route. Quand vous avez connu le régime Kabila... On n'a plus beaucoup de temps, mais Oscar... J'en ai fini. Quand vous avez connu le régime Kabila, vous avez vu des Zoé. Aujourd'hui, je crois que tout est calme. Aucun Congolais ne veut vous montrer les doigts là. Je vous dis, les Congolais lambda, il ne va pas vous montrer les doigts. Et regarde
Et les frères du chef, je crois qu'ils font preuve de beaucoup de respect de ce côté-là. Ils font preuve de beaucoup de respect de ce côté-là. La famille du chef de l'État n'est pas du tout engagée dans les mines ou les carrières minières dans le Lualaba. C'est des faux bruits. Maître Oscar vient donc de le dire. Ceux qui le disent sont dans les mensonges les plus totaux. Eh bien, Maître Oscar, vous avez parlé des preuves tout à l'heure. On va parler des accusations et des preuves, justement. Il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'accusations. Et certains même sont en train d'appeler à ce qu'il présente ses preuves. Jean-Pierre Bemba, ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, un membre du gouvernement congolais. Il gère l'État, censé être les mieux informés, parmi les citoyens les mieux informés de la République. Celui-ci affirme haut et fort que la Cinco, Moïse Katumbi, Joseph Kabila ont tenté d'assassiner le chef de l'État. Est-ce que ces propos tenus par le vice-premier ministre aujourd'hui peuvent être considérés comme étant vrais au regard des fonctions qu'il occupe? Ben, je ne sais pas, vous voulez qu'on vous apporte quel type de preuves? Moi, je les dénonce. Chaque jour, je le dis. Je vous ai dit que vous avez les rebelles à l'Est qui sont armés, une branche armée. Et vous avez une branche pacifique, des gens que vous me citez. C'est la même question. C'est la même question qui revient. Les preuves. Mais quel type de ça preuves? Paraît être quel type de comme de la spéculation. Quel type de preuves voulez-vous? Quand on n'a pas des éléments probants qui démontrent réellement que les évêques de la Cinco veulent assassiner le chef de l'État. Monsieur Jean-Pierre Bemba n'est pas un acteur politique comme tout autre. Tout simplement parce que quand vous parlez de la rébellion, il connaît la rébellion. Il est lui-même un ancien membre du MLC, mouvement armé. Ça, je vous laisse dire. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire et c'est une vérité. Je ne suis pas en train d'effacer cette histoire. Au moins, il s'est converti. Il a pris la bonne direction pour le camp de la patrie. Le camp de la patrie, avec Martin Fayoulou. Non, pas avec Martin Fayoulou. Le camp de patrie existe toujours. Martin Fayoulou a rejoint le camp de patrie et il a compris qu'il fallait qu'il se débarrasse des rebelles. Donc, je disais qu'il y a les rebelles mais armés et vous avez l'aile pacifique de la rébellion, les gens que vous me citez. Et je vous disais que M. Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe quel politique dans la mesure où il a des renseignements privilégiés parce qu'il connaît les milieux de la rébellion, parce qu'il a été ministre de la Défense, et donc l'ensemble lui permet qu'il a des informations privilégiées, et quand il vous dit des choses, vous ne pouvez pas prendre ça à la légèreté. Sauf que quand on a affirmé ça, il faut que tout aille de manière synchronique. Quand il y a la dénonciation, il faut qu'il y ait derrière l'action. L'action passe par des poursuites judiciaires, et heureusement, nous saluons qu'il y a déjà certains rebelles qui font l'objet de poursuites. Maintenant, vous me demandez en termes, et puis je vais aussi ajouter par rapport à M. Jean-Pierre Bemba, vous savez qu'il a des relations privilégiées avec certains chefs d'État. Donc, quand vous me posez la question de cette nature-là, je crois que lui-même, quand il dit, il pèse ce qu'il a dit, mais en termes de preuves, vous n'allez pas demander qu'on vous apporte la preuve de celui qui est à Goma, en rébellion avec les rebelles, pour dire, démontrons-nous la preuve qu'il est rebelle. Mais quelqu'un qui est avec les rebelles et qui est à Goma, parti où il y a la rébellion, il est dans leur QG. Vous pensez qu'on puisse vous apporter la preuve, M. Dan, si vous quittez les micros aujourd'hui, vous arrivez à Goma et vous êtes avec les rebelles, vous êtes devenu rebelle, quelle preuve vous allez nous demander? À Cinco également, c'est ça là. Il accuse également les évêques de vouloir... C'est lui qui répète et reprend les discours des rebelles. Et les rebelles, ils sont partout. Il y a des rebelles dans les médias. Merci beaucoup. Il y a des rebelles dans les médias. Des journalistes rebelles. Il y a des rebelles dans les églises. Il y a des rebelles, la rébellion. Dans la magistrature. Il y a des rebelles partout. Dans l'avocature également. Partout. Et un rebelle est celui qui prend les discours de
qui relaye les discours de la rébellion, qui ne condamne pas la rébellion et qui se met du côté du camp des agresseurs. Antipatrie. Antipatrie. Donc, c'est pour ça qu'on a la brigade. À l'époque de Mouton, on avait les brigades des antipatrie. Donc, vous devez avoir un langage. Nous ne disons pas que c'est la dictature, mais c'est un de vous être sacrifié, vous vous êtes levé pour venir faire avec nous cette émission, pour informer le public qui nous suit, le public qui vous suit, le public qui aime vous suivre également, on va le dire. Le public de Congo Buzz aime suivre Maître Oscar Moubiaï. On espère que vous avez été mieux servi. Merci beaucoup, Maître Moubiaï. Le problème, ce n'est pas seulement de me suivre. Le problème, c'est de nous lever, comme vous venez de dire que je me suis levé tôt. À n'importe quelle heure, je me lèverai pour mon pays. Donc, lèvons-nous pour bouter l'ennemi dehors. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. L'émission de ce jour est terminée. Vous l'avez compris, le camp de la patrie se renforce. Le camp de la patrie fournit des révélations qui sont énormes, qui sont grandes. Reste place maintenant, aujourd'hui, à ce que... voilà. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.